Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Je ne vous présente pas parce qu'on n'est pas couché, on n'est jamais couché finalement avec vous. Bientôt c'est les grosses têtes sur RTL. Vous êtes un infatigable amoureux finalement du public, de la radio, de la télévision. Depuis votre plus tendre enfance, c'est ce que vous racontez dans un livre Radiographie. Oui, parce que je suis un enfant de la télé, certes, mais avant tout un enfant de la radio, puisque c'est d'abord à travers la radio que je m'évadais de l'univers familial, de l'ennui que je pouvais connaître au Havre. Non pas parce que le Havre soit spécialement une ville ennuyeuse, hein. Il y a des gens qui vivent parfois dans des milieux ruraux où c'est plus compliqué, où il y a encore moins d'animation qu'au Havre. Mais il se trouve que comme j'étais le dernier enfant de 5 dans une famille qui avait beaucoup d'écart avec mes frères et sœurs, j'étais plutôt isolé par rapport aux autres, timoré aussi, introverti. Et finalement, la seule fenêtre que j'avais, c'était la radio. Oui, et puis la maman qui vous disait de temps en temps, s'il y avait eu la pilule, tu ne serais pas là. C'est pas très gentil quand même. Hein. Oui, mais alors c'est pareil, je lui en veux même pas, ma maman, qui en plus est toujours de ce monde. Mais je lui en veux pas parce que sur le coup, ça ne me faisait pas spécialement mal. Évidemment, après, tous les psys vous diront « Ah, mais oui, mais ça a dû quand même te désigner comme étant le mal-aimé, celui qui n'était pas fait pour être là, celui qui... » Alors peut-être que si on a fait une analyse psychanalytique de ça, c'est pour ça que j'ai voulu ou cherché à être aimé du public après. Mais en tout cas, sur le coup, ça ne me faisait pas de mal. Oui, alors les parents, ils travaillent sur les chantiers, etc. Vous êtes devant une fenêtre, vous vous ennuyez, vous le racontez, il ne se passe rien. J'attendais, en fait, puisque tous mes frères et sœurs étaient casés. C'est ce que disaient mes parents quand enfin ils étaient mariés puis qu'ils n'étaient plus à charge. Quand j'ai été le dernier dont mes parents devaient s'occuper, effectivement, je regardais derrière la fenêtre quand mes frères et sœurs allaient revenir parce que je m'ennuyais. Quand il y a un écart d'âge comme ça, surtout à cette époque-là, c'est moins vrai aujourd'hui, mais je fais partie quand même d'une génération des années 60 où c'est déjà plus rare d'avoir des parents qui... ma mère avait 40 ans quand elle m'a eu. C'est pour ça que je suis l'accident, effectivement. Donc il y a un écart générationnel important, surtout à une époque où la société évolue très très rapidement. Ouais, c'est pour ça que vous dites aujourd'hui je travaille comme un fou pour être fatigué et avoir le sentiment de mériter ainsi mon salaire. Oui, c'est un peu vrai. Ça, c'est en écrivant que ça m'est venu, cet argument, cette hypothèse. On n'est jamais sûr de ce qu'on avance dans ces cas-là. Mais c'est vrai que les journalistes me disent toujours « Mais pourquoi vous en faites autant ?» Puis j'ai toujours un peu de mal à répondre. Et puis parfois, on n'a pas le temps de réfléchir avant de répondre non plus. Parce qu'il faut aller vite en radio et en télé. Et c'est vrai qu'à l'occasion de ce livre, je me suis dit « Au fond, tiens, peut-être que... » Quand mes amis me demandent toute la journée, ou même vous, quand vous m'accueillez ici, comment allez-vous? Souvent, je réponds « je suis fatigué ». Et je me suis dit, tiens, mais si je réponds « je suis fatigué », c'est peut-être parce qu'en fait, je veux être fatigué toute la journée. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup, parce qu'en étant fatigué, on culpabilise moins de la chance que la vie vous a donnée. Et dans le HLM, le papa en mobilette, et vous rêvez d'être dans un bureau un jour, vous dites comme ça, ce sera moins fatigant, je serai là, je travaillerai dans un bureau, puis vous allez être manutentionnaire à Auchan, vous allez faire des petits boulots comme ça. Pointeau aussi, j'ai fait un travail très ingrat, le travail de pointeau. Heureusement, il y a de moins en moins de pointeuses dans les usines et les chantiers, mais il y en a encore parfois. Et c'est vrai qu'il y a un type qui est là à surveiller si l'ouvrier pointe bien. J'ai fait ça pendant 2 étés. C'était un travail terrible, ingrat, parce que j'avais l'impression, c'est ce que j'écris, de punir mon père ou mon frère qui allait au travail. Et alors, bon, l'univers, c'est la télévision, c'est la radio, c'est Anne-Marie Poisson, comme vous dites, c'est Anne-Marie Pesson, bientôt Guy Lux, et puis toutes ces voix de radio, tous ces chansonniers dont vous allez retrouver bientôt aux grosses têtes certains d'entre eux d'aujourd'hui. Vous baignez là-dedans, tout enfant. Oui, c'est vraiment la petite lucarne et le transistor qui me font rêver. C'est pas le mot, parce que je ne peux pas rêver faire mon métier de ça un jour. Je peux pas imaginer un jour que je vais réussir à faire ça. Après, évidemment, avec l'éclosion des radios locales et tout ça, l'espoir naît. Mais avant les années 80, puisque moi je fais mon premier stage à RTL, j'ai 17 ans, on est en 1980, il n'y a même pas de radio locale. Il faut quand même se rappeler pour les plus jeunes qui nous regardent que il y a 3 chaînes de télévision, il y a 4 stations de radio en France, c'est tout. En dehors de ces 7 lieux possibles pour aller travailler, pas de salut. C'est-à-dire que comment on peut imaginer, quand on est d'une famille modeste, ouvrière, au Havre, qu'on n'a aucune connaissance dans ce métier, aucun piston, comment on peut rêver de faire ce métier? Non, on ne peut pas rêver, on ne peut même pas l'imaginer. C'était enfoui. Oui, mais vous l'avez rêvé parce que, gamin, vous vous amusiez à imiter les animateurs de l'époque. C'était du mimétisme. Moi, je rêvais au fond de moi-même, sûrement, mais je ne pouvais même pas me l'admettre à moi-même. Et puis, un jour, vous envoyez des textes, parce que vous aimez l'humour de Pierre Doris, vous aimez tout ça, et vous envoyez des textes absurdes comme ça, un peu d'humour noir. Oui, parce qu'au
fond, c'est quand même l'écriture au départ qui est voilà, à l'origine de tout. C'est-à-dire que quand je commence à faire de la radio au Havre, dans les radios locales, après être passé par RTL le temps d'une nuit, c'est quand même en écrivant d'abord des textes humoristiques que j'interviens derrière le micro. Donc l'écriture quand même a été pendant longtemps, même quand je démarre à France Inter ou à Europe 1 quand je suis auteur, la première radio dans laquelle je travaille quand j'arrive à Paris, la première radio réellement où je suis salarié, c'est Europe 1 en 88. Et là, je suis pas derrière le micro, je suis d'abord nègre, comme on dit. Hein. Et à France Inter, même chose. Quand je démarre Rien à cirer, qui a été le succès dont certains peut-être se souviennent encore aujourd'hui, c'est parce que quand même j'écris les portraits des invités, j'écris des vannes, j'écris... Voilà. L'écriture a quand même été à chaque fois le dénominateur commun de mes activités. Et tout vous passionne dans le spectacle. Évidemment, vous allez écrire des pièces de théâtre plus tard. Quand vous êtes gamin, vous chantez du Michel Delpech, vous chantez le petit rouquin, vous pensez au petit Ruquier. Dans les noces et banquets, je chantais la face B de ce disque, effectivement, qui s'appelait Les Divorcés. Et la face B des Divorcés, c'était le petit rouquin. Je ne sais pas pourquoi, moi, vous n'avez pas encore en mémoire cette chanson-là, Laurent. Ah non. Le petit rouquin. Oui, je connais le refrain. Mais les paroles, je les mets dans le livre, les paroles. Et je dois dire que c'est en allant rechercher les paroles pour l'écriture de ce livre que j'ai réalisé que les paroles me correspondaient. Mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, évidemment. Là encore, l'analyse, au fond, écrire, c'est aussi se faire son analyse. Et alors, vous réalisez vos rêves. Finalement, un jour, vous rencontrez tous ceux que vous avez admirés. Alors, il y a Bouvard, vous le citez dans ce livre. Il y a évidemment Jacques Martin. Tous ces gens-là extraordinairement influents chez vous. Et aujourd'hui, bon, vous allez reprendre les grosses têtes à RTL. Ça veut dire, quelque part, c'est une transmission. Oui, c'est assez étonnant. Je me pince, hein. Je me pince chaque jour pour me dire, mais pourquoi à moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais au fond... quelque part, c'est comme si tout ça était logique. Ça peut vous paraître étonnant ou prétentieux, hein, ce que je dis là. Mais aujourd'hui, je me dis, mais voilà, j'ai une bonne fée qui a dû se pencher sur mon berceau avec une baguette et qui a dû se dire, tiens, toi, là, qui viens de naître au Havre le 24 février 63, eh bien, tu feras de la radio, de la télévision. C'est pas possible autrement. Je peux avoir qu'une bonne étoile. Oui, vous admirez Marie Laforêt, puis un jour, vous allez la faire revenir sur scène 30 ans après. Le Don Camillo, ce cabaret, eh bien, un jour, vous allez vous y produire. C'est-à-dire, il y a une sorte de... Oui, vous dites une bonne fée, il y a quelque chose qui se produit, un miracle. Dans la transmission, d'ailleurs, c'est même étonnant parce que j'ai la chance aussi de produire des artistes. Et c'est vrai que je me suis aussi rendu compte en écrivant ce livre que Michael Gregorio, le premier artiste que je produis, quand je vais le voir pour la première fois, c'est au Don Camillo, là même où moi j'ai démarré, où j'ai fait mes premiers pas sur scène. Gaspard Proust, que j'ai la chance de produire aussi, que vous voyez peut-être dans l'émission de Thierry Ardisson de temps en temps, Salut les Terriens, et qui a un énorme succès sur scène. La première fois que je vois Gaspard Proust sur scène, c'est au Caveau de la République, là même, aussi où j'ai débuté quand j'étais chansonnier. Ouais. Donc c'est étonnant quand même cette transmission qui continue. Un jour vous voyez quelqu'un qui s'appelle Laurent Gérard, puis vous lui dites ah, tiens, tu as du talent, on va peut-être te donner une place. Et oui, bah alors, Laurent Gérard, je raconte dans le détail, d'abord notre première conversation téléphonique est assez drôle, je dois dire. Je l'ai croisé là, il y a quelques jours, Laurent, en mettant pour la première fois les pieds dans ma nouvelle station, RTL, puisque lui, il travaille tous les matins. Et il m'a dit, ah mais j'ai lu ton bouquin, ça me fait plaisir, c'est gentil ce que tu dis sur moi. Je dis, même le premier passage, parce que le premier passage, il n'est pas vraiment ni à son avantage, ni au mien d'ailleurs, aucun des deux. Mais parce que moi, je finis par le traiter de con dans ce dialogue au téléphone. Il me dit, bah non, c'est la vérité, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, j'ai en plus la confirmation que ma mémoire est plutôt bonne. Et puis alors, vous découvrez que le public n'a pas toujours raison, parce qu'évidemment, il ne va pas avoir beaucoup de succès au début, Laurent Gérard, ça vous le dites, le public n'a pas toujours raison. Et puis vous dites aussi, finalement, on peut mentir à la radio, parce que vous citez Ménie Grégoire dans un dialogue savoureux sur les questions. J'aimerais bien que vous nous le racontiez, oui, ça, Laurent. Je raconte ça. Oui. Alors attention, éloignez les enfants. C'est tout simplement Sophie Garel, avec qui j'ai travaillé longtemps, qui, avant que je la connaisse, était speakerine RTL, meneuse de jeu, on dit, mais elle disait surtout les publicités avant d'être en tandem avec Fabrice, sous le nom de Mémène, et elle était à côté de Ménie Grégoire dans l'émission où on donnait la parole aux femmes. C'est une grande première à l'époque, hein, dans les années 70, c'était bien avant Brigitte Lay. Dans les années 70, Ménie Grégoire a été la première à confesser les auditrices qui racontaient leurs problèmes sexuels. C'était une révolution hein, dans les années 70, c'est arrivé grâce à mai 68 d'ailleurs, hein, cette révolution-là. Et Ménie, à un moment donné, a une auditrice au téléphone qui lui dit, écoutez,
appelé, me dit, je vous appelle parce que j'ai un problème, écoutez, j'ai découvert hier pour la première fois, lors de notre nuit de noces, parce qu'à cette époque-là, évidemment, on ne fautait pas avant la nuit de noces, mais j'ai découvert lors de notre nuit de noces que mon mari avait un micro-pénis, voilà, un petit sexe, hein, pour être plus clair. Et alors, c'est terrible, vous vous rendez compte, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Ménu Grégoire, évidemment, la rassure, lui dit ça dure 5 ou 10 minutes, je lui dis, mais enfin, ça n'est pas grave, vous savez, l'essentiel, c'est qu'il vous aime, et puis, on peut très bien s'en servir, c'est pas parce que la taille est petite que, forcément, vous n'allez pas connaître l'orgasme, des mots qu'on employait pour la première fois à la radio à l'époque. Et puis, ça durait, elle rassure l'auditrice. Et là, évidemment, on raccroche avec l'auditrice, les micros se ferment, et Ménu Grégoire se tourne vers Sophie Garel et lui dit, quand même, avec une grande et une grosse, c'est meilleur. Elle est magnifique, voilà, c'est une des multiples anecdotes qui sont dans ce livre, donc Radiographie, Laurent Ruquier. La passion vous anime, et puis le bonheur, le sourire, l'envie, c'est ça qu'on sent chez vous. Ben oui, j'ai envie encore de... c'est le gamin qui est en vous, là, qui surgit sans arrêt. J'ai envie de divertir les Français qui nous regardent et qui nous écoutent, et je ne pouvais pas trouver mieux que cette tranche des grosses têtes pour continuer. Allez, revenez-nous avec Télégraphie. Laurent Ruquier, on était vraiment ravis de vous accueillir sur TV5 Monde. Merci d'être l'une de nos vedettes. Et merci à tous ceux qui nous regardent à travers le monde.